Alors, ce DS numéro 1. Le premier exercice, un exercice avec plein de questions différentes sur un petit peu toutes les notions qu'il y avait. Alors, bien lire les consignes. Par exemple, la première question, traduire à l'aide de quantificateurs chacune des assertions suivantes. On en donnera également la négation. Donc évidemment, si vous avez oublié la négation, il vous manque une grosse partie des points. Alors, avant d'en donner la négation, on va déjà quantifier les différentes affirmations. Première affirmation, UN est la suite nulle. Donc pour tout n appartenant à n, UN égale 0. Voilà pour la première affirmation. La négation. Donc ici j'ai un pour tout. La négation du quantificateur universel, c'est le quantificateur existentiel. Donc il existe un n appartenant à n, tel que UN est différent de 0. Deuxième assertion. UN s'annule au moins une fois. Donc il existe un entier n, tel que UN égale 0. La négation. La négation du quantificateur existentiel, c'est le quantificateur universel. Donc pour tout n appartenant à n, UN est différent de 0. Hop. Vous remarquez qu'à chaque fois, j'encadre les résultats comme je vous ai demandé de le faire. Question C. UN s'annule au plus une fois. C'est-à-dire que UN ne s'annule pas, ou alors UN s'annule une fois, mais pas deux fois. C'est-à-dire que si jamais il arrive que un terme de la suite UN et un terme de la suite UP sont tous les deux nuls, bah dans ce cas-là, ça veut dire que N est égal à P. Donc pour tout couple N et P dans N, UN égale UP égale 0, donc les deux qui s'annulent, impliquent que N est égal à P. On avait déjà rencontré quelque chose d'un petit peu similaire en cours ou en TD, je ne sais plus, mais bref, dans un exercice sur les fonctions, qui disait à peu près la même chose. Sauf qu'ici, c'était n égale p égale 0, mais globalement, c'était la même idée. Donc là, c'est simplement retranscrit avec des suites au lieu de fonctions, mais ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qu'on avait pu faire en classe. La négation. Donc il s'agit d'écrire la négation d'une implication. La négation d'une implication, la négation de P implique Q, c'est P et non Q. Donc il existe un couple de réels tel que G UN égale UP égale 0 et N différent de P. Donc là, vous êtes très très nombreux à m'avoir mis ici, il existe un unique. Il existe un unique, c'est que la suite, elle s'annule une et une seule fois, pas au plus une. Question D. UN est stationnaire. Alors stationnaire, c'est un mot que vous n'avez pas forcément toujours rencontré, mais je vous disais ce que ça voulait dire stationnaire. Constante à partir d'un certain rang. Donc il existe. Alors celle-là, je vous avais fait il y a plusieurs façons de le dire. Donc je vais vous donner l'idée que j'avais moi au départ, et ensuite je mettrai des idées, une surtout que j'ai vue dans les travaux et qui fonctionne très bien. Donc il existe la constante, donc un réel C, et ce réel C, donc qui va être la constante à laquelle la suite sera égale à partir d'un certain rang, elle n'est pas forcément entière, cette constante, hein, c'est un réel. Donc il existe un réel C, il existe un certain rang à partir duquel on va avoir l'égalité, donc lui est un entier, tel que pour tout n appartenant à n, eh bien n supérieur ou égal à grand N implique que UN est égal à C. Donc ça, c'est une première idée pour cette assertion. La négation. La négation d'un il existe, c'est un pour tout. Donc pour tout C appartenant à R, pour tout grand N appartenant à N,
il existe un entier n appartenant à n, tel que, c'est une implication, la négation de P implique Q, c'est P et non Q, tel que n supérieur ou égal à grand N, et UN n'est pas égal à C. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Donc, autre possibilité pour la même chose. On n'a en réalité pas besoin de la constante C. Donc, il existe un rang à partir duquel la suite va être constante. Et qu'est-ce que c'est que la suite constante? C'est UN plus 1 égale UN. Tel que pour tout n appartenant à n, eh bien n supérieur ou égal à grand N implique que UN est égal à UN plus 1. Alors on peut le faire avec 2, hein, UN égale UP par exemple, ça fonctionne aussi. Donc ça marche aussi. Et puis ici la négation, bon bah pour tout grand N, il existe un petit n tel que n supérieur à grand N et UN différent de UN plus 1. Question E qui elle a bien été réussie. La suite ne prend que des valeurs inférieures à 2. C'est pas inférieur, strict, j'ai pas écrit strictement inférieur à 2. Donc quand on écrit inférieur, c'est sous-entendu inférieur ou égal. Donc pour tout n appartenant à n, UN est inférieur ou égal à 2. La négation. Il existe un n appartenant à n, tel que UN est strictement plus grand que 2. Alors j'ai toléré le UN strictement plus petit que 2, même si je l'ai corrigé, hein. Je vous ai quand même mis tous les points. Voilà pour la première question. Pas de difficulté, il y avait pas mal de points. Alors pas de difficulté, sauf celle-là qui était un peu plus compliquée, mais qu'on avait vue en classe. Question 2. Montrer que l'on a des tautologies. Une tautologie, c'est une assertion qui est toujours vraie. La première, c'est donc non P implique P, qui est équivalente à P. Évidemment, faire une table de vérité, ça fonctionne très bien, sauf que c'est un petit peu long. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de cette assertion et je vais travailler par équivalence successive jusqu'à temps que j'obtienne, je l'espère, P. Je ne vais surtout pas partir de ça et dire que cette équivalence est elle-même équivalente à d'autres choses. C'est assez lourd, assez compliqué, et surtout c'est comme si vous partiez d'une égalité et que vous mettiez des égales partout. Faut pas rédiger comme ça. Donc je pars de ce que j'ai ici. Non P implique P. Une implication, c'est non P. Alors, une implication P implique Q, c'est non P ou Q. Donc, j'applique ma définition de l'implication. C'est donc non P ou P. C'est donc non P, P ou P. Et P ou P, c'est P. Et je conclus. Conclusion, non P implique P, équivaut à P, est une tautologie. Alors même chose, hein, le mot tautologie, on ne l'avait pas vu en classe, mais il était écrit dans la consigne. Alors, vous pouviez ne pas l'utiliser, mais vous pouvez le faire aussi. Question B. Alors la question B, en fait, c'est tout simplement la contraposée. Je vais partir d'un côté, P implique Q, ou alors de non Q implique non P. Et là aussi, je vais travailler par équivalence successive. Donc P implique Q. Ça équivaut à non P ou Q. D'autre part, je vais plutôt faire comme ça, non Q implique non P. Ça, c'est équivalent à non Q ou non P.
c'est-à-dire Q ou non P. J'ai la même chose par transitivité. Alors, on n'est pas obligé de l'écrire ça. Eh bien, P implique Q est équivalent à Q ou non P est une tautologie. Donc ça, on avait fait aussi certains du même genre en classe. Il y en avait une troisième, plus long, plus difficile. C'est P implique Q implique R implique P implique Q implique P implique R. Alors certains d'entre vous m'ont dit c'est de la distributivité donc ça marche. Sauf que on n'a pas du tout vu cette règle de distributivité. Alors on l'a vu pour le et, la distributivité du et sur le ou, du ou sur le et, mais on n'a pas du tout parlé de distributivité avec des implications. Donc utiliser du cours qui n'en est pas, c'est pas l'idée du siècle. Donc il va falloir que on écrive ça. Certains d'entre vous ont fait une table de vérité assez grande, et la table de vérité, en fait, c'est pas mal du tout lorsque vous n'avez pas d'autre idée. Et ici, je pense que c'est une idée intéressante. Cela étant, c'est pas tout à fait ça que je vais vous proposer, mais la table de vérité, elle pose pas de souci, en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder chaque côté. Donc j'ai P implique Q implique R. C'est une implication. Donc j'ai non P, que je vais écrire comme ça par simplification, ou Q implique R, c'est-à-dire P bar ou Q bar ou R. D'un autre côté, j'ai mon autre morceau. J'ai donc P implique Q implique P implique R. Donc ici j'ai du P bar ou Q qui implique du P bar ou R. Bon, je mets des parenthèses, des crochets, tout ça, ça revient au même. Et ensuite, j'ai encore une implication à traiter. J'ai donc la négation du membre de gauche ou le membre de droite. C'est-à-dire, par les lois de Morgan, ici j'ai P ou, pardon, non pas P mais E, Q bar ou P bar ou R. Je vais distribuer le P bar avec cette parenthèse-là. J'ai donc P ou P bar et Q bar ou P bar ou R. P ou P bar, ça c'est toujours vrai. Vrai et quelque chose, ça dépend uniquement de ça. Donc ça va être équivalent à Q bar ou P bar ou R. C'est-à-dire exactement la même chose qu'ici. Donc on a donc mon membre de gauche qui carrément est équivalent à P implique Q implique P implique R. Et donc par conséquent, l'implication directe et la réciproque sont vraies. P implique Q implique R, implique P implique Q implique P implique R, et bien une tautologie. Ça va même plus loin que juste ça. Bon.
Peut-être que dans ces cas-là, la table de vérité était un petit peu plus rapide. Une nouvelle page. Ensuite, question 3. Déterminer en le démontrant si chacune des assertions suivantes est vraie ou fausse, on énoncera la négation des assertions fausses. C'est-à-dire que si l'assertion est vraie, on ne donne pas sa négation. La question A, il existe x appartenant à R+, tel que x est strictement plus petit que racine de x. X égale 1 quart, par exemple, fait l'affaire. Si x égale 1 quart, racine de x égale 1 demi, et 1 quart est bien strictement plus petit que 1 demi, donc x 1 quart vérifie l'assertion. Elle est donc vraie. C'est un il existe. J'ai trouvé une valeur qui existe, je vérifie que ça marche bien. Pas de souci. Avec l'énoncé, ça sera plus simple. Question B. Pour tout n appartenant à n, il existe un petit m appartenant à grand N, tel que le produit nm est impair. Si je prends n égale 0, peu importe la valeur de petit m dans grand N, nm égale 0 est pair. 0 est donc un contre-exemple. L'assertion est donc fausse. Sa négation est il existe un n appartenant à n, tel que pour tout m appartenant à n, eh bien nm est pas impair, donc est pair. Question C. Il existe un unique z appartenant à R, tel que cosinus z égale 0. Le point d'exclamation, c'est il existe un unique. Évidemment, il existe des réels tels que le cosinus vaut 0. Alors, qu'est-ce que j'ai vu comme horreur? J'ai vu 1, j'ai vu 0, j'ai vu pi. Une valeur correcte, c'est pi sur 2. Je peux remarquer que cosinus de pi sur 2, c'est la même chose que cosinus de 3 pi sur 2. Ça vaut 0. Donc il y a deux valeurs, donc l'assertion est fausse. Et là, la négation, elle est un petit peu plus difficile à donner, parce qu'on n'a pas vu directement la négation d'un il existe un unique, mais il faut réfléchir un petit peu à ce que ça veut dire. Quelle est la négation de il existe un unique? Ben, s'il n'en existe pas un unique, c'est soit qu'il n'en existe aucun, soit qu'il en existe au moins deux. Donc, il n'en existe aucun. Pour tout z appartenant à R, cosinus z est différent de 0. Ou alors, il en existe au moins deux. C'est-à-dire qu'il existe x et y appartenant à R carré, tel que x est différent de y, et cosinus x égale cosinus y égale 0. Vous voyez que la négation d'un il existe un unique, c'est pas évident. Question D. Alors, la D, elle est intéressante. Très peu de bonnes réponses, aucune même si mes souvenirs sont exacts. Pour tout x appartenant à R, si jamais on a pour tout y appartenant à R, xy égale 0, alors forcément, c'est que x est égal à 0. Eh bien, cette assertion-là, contrairement à ce que vous m'avez tous dit, elle est vraie. Si je prends un réel x, tel que pour tout y appartenant à R, xy égale 0. C'est-à-dire que pour y égale 1, on a x multiplié par 1 égale 0, donc on a x égale 0.
Alors c'est vrai, vous allez me dire, si je prends y égale 0, bah ici j'ai forcément le produit nul, même si x ne l'est pas. Oui, mais cette assertion-là, elle doit être vérifiée pour tous les y. Donc pour 0, mais aussi pour n'importe quel autre. Donc l'assertion est vraie. La E, elle ressemble un peu, mais en réalité elle est différente. Pour tout x et y appartenant à R carré, x, y égale 0 implique x égale 0. Bon, je prends un couple de réels, soit x égale, je ne vais pas marquer soit, mais prenons x égale 1 et y égale 0. On a bien x, y égale 0, mais x n'est pas égal à 0. Donc l'assertion est fausse, on a un contre-exemple. Sa négation. Il existe un couple de réels xy tel que xy égale 0 et x différent de 0. Question F. Pour tout n appartenant à z, n est positif ou n est négatif. Bon, bah, évidemment, si je prends un entier relatif, premier cas, n supérieur à 0, bon bah donc l'assertion est vraie. Deuxième cas, bon bah n strictement négatif, on a donc bien n inférieur à 0, donc l'assertion est vraie. Question G, dernière sous-question de cette question. Pour tout n appartenant à z, n positif, ou pour tout n appartenant à z, n négatif. Elle ressemble à la précédente, mais elle n'est pas formulée pareil, et elle va être fausse celle-là. Si je prends n égale 3, je vais prendre moins 3 pour commencer, eh bien n est négatif, donc la première assertion de mon ou, elle est fausse. Si je prends n égale 3, n est positif, donc la deuxième assertion de mon ou est fausse. Donc mon ou, j'ai faux ou faux, c'est faux. Donc globalement, l'assertion est fausse. C'est un ou avec deux faux. Sa négation. C'est un ou, donc sa négation ça va être un et, donc je dois nier celle-là et celle-là. Il existe n appartenant à z tel que n est strictement négatif, et il existe n appartenant à z tel que n est strictement positif. Et voilà pour cette question. Question 4. 4a, démontrer que l'assertion est vraie. L'assertion c'est pour tout x, y appartenant à R2, x plus y supérieur à 2 implique que x égale 1, ou x, non pas égale 1, supérieur à 1, ou y supérieur à 1. On va regarder la contraposée. Soit x, y, un couple de réels, tel que x est inférieur à 1 et y est inférieur à 1. Alors,
Ben, j'ai deux inégalités que je vais ajouter. X plus Y inférieur à 2. Vous avez été nombreux dans cette question à me faire tout un blabla pour m'expliquer que si on prend la plus grande valeur, machin, non, on prend des inégalités, c'est fait proprement, et voilà, c'est tout. On a donc, pour tout x, y appartenant à R2, x inférieur à 1 et y inférieur à 1 implique que x plus y inférieur à 2. Et donc par contraposé, l'implication initiale pour tout xy appartenant à R2, x plus y supérieur à 2 implique x supérieur à 1 ou y supérieur à 1 est vrai. Question 4b. Énoncer sa réciproque. Pour tout x, y appartenant à R2, x plus grand que 1 ou y supérieur à 1 implique que x plus y supérieur à 2. C'est pour tout x, y. Donc si je prends x égale 1,1 qui est plus grand que 1, et y égale 0, alors on a bien x plus grand que 1 ou y plus grand que 1. Pourtant, x plus y est égal à 1,1 qui est inférieur ou égal à 2. Donc la réciproque est fausse. Alors j'ai vu dans un certain nombre de copies que la réciproque avait la même valeur de vérité que l'implication initiale, et ça évidemment c'est faux, c'est la contraposée. Question 5. Montrez que pour tout x appartenant à R, x n'appartient pas à Q, ou alors il existe un entier n tel que nx appartenant à Z. Bon. Soit x un réel. Comme Q est inclus dans R, alors on a deux cas. Premier cas, x appartient à Q. Et là, évidemment, l'assertion est vraie. Deuxième cas, pardon, ici x n'appartient pas à Q, on va faire ça. X appartient à Q. Alors, dans ce cas-là, il existe un couple d'entiers plutôt, AB appartenant, alors le A je vais le mettre au numérateur, donc je vais faire du Z croix N étoile, tel que X égale A sur B. Je multiplie par B qui est non nul, on a donc BX égale A avec B appartenant à N étoile et A appartenant à Z, c'est-à-dire exactement ce que je veux. Donc BX appartient à Z. Conclusion. Eh bien, pour tout x appartenant à R, soit on a x qui n'appartient pas à Q, c'est mon premier cas, ou alors il existe un n dans n étoile, mon n c'est le petit b qui est là, tel que nx appartient à Z. Une simple petite disjonction des cas et se rappeler ce que c'est qu'un nombre dans Q, c'est-à-dire un rationnel. Question 6, je vais aller à la page après. Une petite récurrence. Bon, montrer par récurrence que. Donc j'ai déjà un soit x appartenant à R qui est quantifié dans la question, je ne le répète pas. Par contre, je quantifie un n qui est dans n étoile. Alors cela étant, ça fonctionne aussi avec n égale 0. Notons Pn la proposition.
1 plus x puissance n supérieur à 1 plus nx. J'initialise. Pour n égale 1, qu'est-ce que l'on a? On a 1 plus x à la puissance 1 qui est égal à 1 plus x. D'autre part, « 1 plus 1 fois x égale 1 plus x ». Donc, ma proposition P1 est vraie. Hérédité, que je rédige correctement, soit n appartenant à n étoiles, tel que ma proposition est vraie. On a donc, pour ce n-là, 1 plus x à la puissance n supérieur à 1 plus nx. Montrons que Pn plus 1 est vrai. Alors, je vais essayer d'écrire un petit peu mieux. C'est-à-dire que 1 plus x à la puissance n plus 1 supérieur ou égal à 1 plus n plus 1x. Bon. Pour ce faire, je vais partir de 1 plus x à la puissance n plus 1. Je ne suis pas obligé de partir de mon hypothèse de récurrence, mais à un moment donné, je vais l'utiliser quelque part. Ça, c'est 1 plus x à la puissance n multiplié par 1 plus x. Et donc, par hypothèse de récurrence, on va avoir cette chose-là qui va être plus grande que 1 plus nx multiplié par 1 plus x. Et ensuite, je n'ai plus qu'à développer. Donc je vais avoir du 1 plus nx plus x plus nx carré. Or, nx carré est positif, donc cette chose-là est supérieure à 1 plus nx plus x, d'où 1 plus x à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1x, Pn plus 1. Est vrai. Et je n'ai plus qu'à conclure ma récurrence. Conclusion, par principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n étoiles, 1 plus x à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nx. Et voilà pour ma question 6. Question 7. On considère la suite définie par U0 égale 0, U1 égale 1, montrer que pour tout entier naturel n, UN est égal à 3 puissance n moins 2 puissance n. On nous donne évidemment la relation de récurrence pour la suite. Je vais rédiger de la même façon. On note Pn, la proposition UN est égal à 3 puissance n moins 2 puissance n. Bon. Initialisation. Évidemment, la récurrence va être double. J'ai donc U0 qui est égal à 0 et 3 puissance 0 moins 2 puissance 0, 1 moins 1, 0. Donc, P0 est vrai. Ensuite, j'ai U1 qui est égal à 1 et 3 puissance 1 moins 2 puissance 1, c'est 3 moins 2, c'est 1. Donc, P1 est vrai. Hérédité. On va faire une nouvelle page. Je me donne un entier n tel que Pn est
Pn plus 1 sont vrais. On va montrer que Pn plus 2 est aussi vrai. Un plus 2, d'après ce que me dit l'énoncé, c'est 5un plus 1 moins 6un. C'est-à-dire 5 facteurs de 3 puissance n plus 1 moins 2 puissance n plus 1 moins 6 facteurs de 3 puissance n moins 2 puissance n. C'est-à-dire 5 fois 3 puissance n plus 1 moins 5 fois 2 puissance n plus 1 moins. Le 6, je vais le décomposer parce que 6, c'est 3 fois 2. Je vais avoir du 2 fois 3 puissance n moins 3 fois 2 puissance n. Alors je détaille beaucoup, on peut faire les calculs plus rapidement, mais comme certains d'entre vous ont eu du mal avec les puissances, je détaille. Donc 5 multiplié par 3 puissance n plus 1, moins 5 multiplié par 2 puissance n plus 1, moins 2 multiplié par 3 puissance n plus 1, moins 3 multiplié par 2 puissance n plus 1. Et je regroupe ensuite mes puissances qui sont similaires. J'ai donc 5 moins 2 multiplié par 3 puissance n plus 1, moins 5... ici il y a un moins, ici, donc ici ça va nous faire plus. Donc 5 moins 3 facteur de 2 puissance n plus 1. C'est-à-dire que j'ai 3 fois 3 puissance n plus 1 moins 2 fois 2 puissance n plus 1. C'est-à-dire 3 puissance n plus 2 moins 2 puissance n plus 2. Donc ma proposition est vraie au rang n plus 2. Il n'y a plus qu'à conclure par principe de récurrence. Double pour tout n appartenant à n. Un égale 3 puissance n moins 2 puissance n. Alors pour ces suites que l'on appelle récurrentes linéaires d'ordre 2, on verra un petit peu plus tard dans l'année comment trouver directement le 3 puissance n moins 2 puissance n sans faire de récurrence.